Bonjour, je suis Karine Henry, une psy qui connaît vraiment bien le burn-out. Et c'est de ça dont je vais vous parler, parce qu'il y a quelques jours et encore aujourd'hui, les médias rapportaient que le personnel des soins de santé et des services sociaux était vraiment au bord de l'épuisement, puisque 13% environ se retrouvaient à risque de burn-out et 40% se disaient épuisés physiquement et mentalement. C'est ce qui ressortait déjà précédemment des chiffres d'une vaste enquête menée par Securex et la KUL. Et les chiffres étaient identiques à peu près pour toutes les professions que l'on retrouve sur le marché du travail. Ce qu'il était aussi à noter, c'est que cette enquête de Securex et de la KUL montre que ce sont les travailleurs qui ont entre 30 et 39 ans et les travailleurs de plus de 50 ans qui sont les plus à risque. Et donc je me permets de répéter, 14% des travailleurs sont en risque très élevé de burn-out. En risque très élevé, ça veut dire que la probabilité qu'ils en fassent un est très élevée. D'ailleurs, les chiffres de l'INAMI montrent que la progression du burn-out sur les 7 dernières années, ça a augmenté de 70%. C'est un véritable problème de santé publique, c'est un véritable problème de travail. Alors, en tant que psychologue clinicienne, j'ai mené un mémoire de recherche sur le burn-out et je vais partager ici deux conclusions parmi d'autres que cette recherche m'a amenées. C'est que j'ai trouvé qu'il y avait régulièrement un lien entre le burn-out et des traumatismes passés, et également un lien entre le burn-out et certains troubles de l'attachement dont on dit qu'ils ont une origine dans l'enfance, mais on sait bien maintenant qu'ils se créent tout au long de la vie, et ils se régénèrent, et ils se modulent et ils changent. Je me suis vraiment beaucoup posé de questions quand j'ai trouvé ces résultats-là, ces premières bases de résultats, parce que ça fait des années que je suis en colère sur le fait que l'on individualise la responsabilité sur la survenance du burn-out, et cette individualisation, elle tombe sur le travailleur, sur la personne qui en est victime. On lui dit mais c'est parce que tu es trop perfectionniste, parce que tu sais pas te déstresser, tu sais pas gérer ton stress, le truc le plus débile qui puisse être pensé, parce que tu t'investis trop, et en même temps on demande un investissement qui n'a pas de fin et qui n'a pas de limite. Donc c'est un double langage assez révoltant. L'autre chose aussi, c'est que je remarque dans cette recherche, mais que je remarque dans mon long passé professionnel dans le bien-être au travail, c'est que en fait, il y a un véritable déséquilibre aussi dans les ressources des travailleurs, parce qu'ils ont peu de moyens d'échapper à tout ce qui les oppresse, puisqu'ils doivent continuer de travailler pour pouvoir nourrir leur famille, parce que le marché de l'emploi est vraiment compliqué, et aussi parce que il y a une grosse erreur plus qu'une mécompréhension de la part des lieux de travail sur la reconnaissance à apporter aux travailleurs. Parce qu'il y a encore tellement de lieux de travail qui pensent qu'en disant un petit merci de temps en temps, mais en gouvernant par des KPI tout le reste du temps, donc 1% de merci, 99% de gouvernance par des KPI, eh ben, ça tue les gens, ça les tue physiquement, donc ça les épuise, ou ça les tue psychiquement, mentalement et émotionnellement, et donc c'est un burn-out. La bonne nouvelle, c'est qu'est-ce que l'on peut faire en tant que psy, individuellement? Eh bien, c'est qu'on peut déjà travailler à une prise consciente des enjeux collectifs du burn-out, pour que la personne, elle arrête de porter sur ses épaules cette charge qui lui a été octroyée par la société en général et par notre mode de vie. Ça veut dire qu'on peut aussi ouvrir un grand espace de questionnement sur sa façon de vivre, sur ce qui importe dans la vie.
Et dans ce cadre-là, on peut faire un travail sur les traumas passés ou sur les valeurs que l'on a aujourd'hui dans sa vie et sur comment pouvoir les incarner. On peut retourner du côté du trouble de l'attachement et voir comment, à partir de nos valeurs, on peut reconstruire des troubles de l'attachement beaucoup plus sécures, qui va faire que l'employeur, l'entreprise ne va pas pouvoir venir appuyer où là ça fait mal, parce que c'est vraiment ça qui fait tomber les gens. Le collectif entreprise, le collectif du monde du travail a vraiment cette capacité à utiliser la faille. Quelqu'un qui a un trouble de l'attachement, on ne va pas détailler plus, mais on peut dire qu'il va peut-être avoir besoin beaucoup d'être reconnu. Eh bien, l'entreprise va pouvoir appuyer sur ça pour chaque fois mettre la personne en tension et jamais la reconnaître en tant qu'être humain. Et c'est pour ça que les personnes s'effondrent. Et donc, en tant que psy, on va pouvoir travailler là-dessus. C'est un travail qui prend un petit peu de temps, mais qui ne prend pas tout le reste de la vie. Mais ça permet, au contraire, de renouer avec une vie plus joyeuse, plus authentique, beaucoup plus alignée. Et si je me permets de vous dire ça, c'est parce que j'en suis la preuve vivante. Il y a 2 ans, moi, j'étais crachée dans un gros et méchant burn-out, dont je ne vais pas étaler les détails ici, mais je suis en train de revivre une nouvelle vie et qui est vraiment beaucoup plus nourrissante pour moi. Ça ne veut pas dire que ça ne se fait pas sans souffrance, parce que être dans un burn-out, c'est dans une profonde souffrance. Être dans un burn-out, ça veut dire avoir aussi des atteintes physiques. On oublie à quel point on devient malade physiquement et qu'on peut en garder des séquelles pour le reste de sa vie. Mais ça veut dire aussi qu'il y a une lumière, un espoir au bout du chemin et que parfois on peut s'en sortir, et ce parfois, en fait, il est plus que très fréquent à partir du moment où on se met en marche. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt.